Monsieur Chalal, vous êtes le directeur général de l'Agence pour l'emploi en Algérie et vous êtes commissaire spécial de ce 5e salon pour l'emploi à Alger. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les chiffres du chômage en Algérie? Parce que vous savez, ça oscille entre la version officielle autour de 9% et la version un peu plus officieuse entre 20 et 30%. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre? Tout d'abord, je voudrais vous dire que les chiffres officiels du chômage, ils sont donnés par l'Office national des statistiques. L'Office national des statistiques, quand il fait l'enquête chômage-emploi, il l'a fait en Algérie 2 fois par année. Donc il a commencé en 2014 à la faire 2 fois par année. En avril 2014, il a donné le chiffre de 9,8, donc 9,8 taux de chômage. Mais en septembre 2014, le chômage a un petit peu augmenté, il est passé à 10,6. Il utilise les mêmes méthodes et il respecte les principes du BIT, le Bureau international du travail. Donc les méthodes qui sont utilisées en Algérie sont les mêmes qui sont utilisées en France, aux États-Unis, dans tous les pays qui sont affiliés à l'ONU, puisque l'OIT, l'Organisation internationale du travail, est un organisme qui fait partie de l'ONU. Bon, il y a des voix peut-être qui disent qu'il y a des taux de chômage qui sont beaucoup plus importants. Je me pose la question, comment est-ce qu'ils sont arrivés à ces taux? Parce que souvent aussi vous avez des personnes qui peuvent voir dans leur quartier autour d'eux peut-être des exemples d'échecs, des gens qui n'ont pas réussi, ils peuvent voir aussi des personnes en chômage, mais ils vont vite en besoin en faisant on va dire des extrapolations. Ils extrapolent sur tout le territoire national. Et scientifiquement parlant, je pense que ça ne fait pas la route. Mais si on va creuser un petit peu dans le chômage en Algérie, je peux vous dire que par exemple le chômage des jeunes, il est un peu plus important. Il serait de combien le chômage des jeunes à peu près? Il est autour de 24%. 24%. 24%. Le chômage des jeunes. Et les seniors, ce qu'on appelle les seniors? Voilà, les seniors, ils sont moins touchés par le chômage. Et je vous donne une preuve. Sur la somme des chômeurs, ou bien sur le stock des chômeurs que nous avons en Algérie, il est autour d'1,2 million. 76% sont des primo-demandeurs. Et vous avez aussi à peu près le même taux, c'est des chômeurs qui sont jeunes. Donc c'est des jeunes chômeurs qui arrivent sur le marché. Chiffres, par exemple, par rapport aux femmes, est-ce que les femmes sont plus au chômage que les hommes? Même dans les politiques qui sont mises en œuvre dans tous les pays, quand on parle de la femme, de la gente féminine, on parle souvent, dans certaines politiques, notamment les politiques passives, du retrait de la femme du marché du travail. Parce que la femme, dans certains marchés de l'emploi, comme dans le marché algérien, elle se retire volontairement du marché du travail. Parce que pour qualifier un chômeur, selon les normes du BIT, un chômeur, c'est celui qui est en état de chômage et qui est à la recherche activement, qui recherche activement un emploi et qui est disponible pour occuper un emploi. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui ne travaille pas, mais vous lui proposez un emploi, il peut le refuser. On ne le considère pas comme étant un chômeur. Donc les normes du BIT vous disent que le chômeur, c'est celui qui est en état de chômage et qui accepte un emploi qui lui est proposé et qui recherche également, et par tout moyen. C'est-à-dire qu'il peut s'adresser à des agences d'emploi, il peut s'adresser à des agences privées, il peut s'adresser à des sites internet également de recrutement. C'est ce qui nous indique qui est chômeur et qui n'est pas chômeur. Par exemple, dans la base de données que nous avons au niveau de l'ANEM, on a beaucoup moins de femmes. On a autour de 30% de la somme des inscrits qui sont de la gente masculine. Sinon, le reste, ce sont des citoyens de la gente masculine. Donc les femmes, c'est 30%. Monsieur Chalal, c'est le Salem 5, donc le 5e salon, inauguré par Mohamed El Razi, le ministre de l'Emploi. Et on a vu que le gouvernement a attaché une très grande importance à ce salon, puisque lors de l'inauguration, on a vu beaucoup de ministres, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce extérieur, le ministre du Tourisme, et j'en passe certainement. Mais il y a un grand absent dans ce salon, monsieur Chalal. Oui. Un grand absent. C'est l'université algérienne. Au moment où on parle que l'université doit être en phase avec le monde de l'emploi, avec le monde de la recherche d'emploi, j'ai pas vu l'université d'Alger, de Constantine, de Rouen. L'absence est calculée en amont ou je pense que l'université est présente. Tout d'abord, vous avez oublié 2 ministres importants qui étaient avec... Certainement, j'ai dit que j'allais en oublier. Vous avez oublié le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel qui était présent, qui était à côté de notre ministre et qui a même animé en compagnie de notre ministre. La présence symbolique du ministère. Non, mais la présence, elle n'est pas symbolique. Mais les stands ne sont pas là. Il y a des stands,
Il n'y a pas que la présence symbolique de M. le ministre de la Formation, mais il y a toute une annexe qui est dédiée à la formation. Je peux vous accompagner tout à l'heure pour la visiter. Dans les tables rondes. Dans les tables rondes, je vais terminer, si vous permettez, je vais vous répondre à votre question avec beaucoup plus de détails. D'abord, il y a la présence du ministre de la Formation, la présence du ministre de l'Enseignement supérieur qui était avec nous aussi lors de l'inauguration. Mais au-delà de cette présence que vous qualifiez peut-être de symbolique, mais qui a son importance au niveau du salon, il y a, je donne l'exemple de la maison de l'entrepreneuriat qui est présente au niveau du salon. La maison de l'entrepreneuriat qui est donc pilotée par l'ANSEJ, elle existe dans plus de 50 universités algériennes. C'est des espaces qui sont animés par l'ANSEJ et animés également par des cadres d'université pour pouvoir informer directement et au sein de l'université les étudiants, notamment ceux qui sont en fin de cursus, sur les possibilités qui existent sur le marché de l'emploi. Parce que souvent, on dit que l'université est dans une bulle et le monde économique dans une autre bulle. Absolument. Et ça, c'est un débat, je pense, universel. Hein. Dans tous les pays, vous allez retrouver le même débat. Donc, il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre. La maison de l'entrepreneuriat, sa présence a son importance. Hein. De par sa présence, déjà, on est en train de dire que les services de l'emploi, c'est eux qui se déplacent au niveau des universités pour... Il y a une porosité aujourd'hui. L'université en elle-même est devenue une entreprise, dans bien des cas, et il y a une porosité quasi permanente entre le monde du travail et l'université. Non, mais vous pouvez peut-être utiliser un autre terme, l'inadéquation peut-être entre ce qui sort de l'université, donc les produits de l'université, de la formation, mais il faut noter, parce qu'il y a certains éléments, je pense, de détail, mais qui ont beaucoup d'importance. Il faut noter qu'on vient de sortir de 10 années de terrorisme. Il faut noter également que le système LMD vient d'être introduit en Algérie, je pense, il y a 5 ou 6 ans, si ce n'est pas un peu plus. Donc, on veut donner une autre orientation, une orientation beaucoup plus professionnelle à l'université. Donc, on va faire de plus en plus de professionnels et de moins en moins d'académiques. Bon, les étudiants, quand ils sont à l'université, la majorité rêve de faire des cursus un peu plus longs et terminer avec des doctorats et aller vers des postes de travail qui sont souvent dans l'enseignement et tout. Mais maintenant, l'université, avec le système LMD, je pense qu'il y a beaucoup plus de professionnels. Pour la présence de la formation professionnelle, ils ont ici beaucoup d'instituts qui sont dans l'annexe qui est dédiée à la formation. Et puis, vous avez également d'autres instituts qui sont dédiés à la formation et à l'information. Donc, et si vous posez la question aux responsables des instituts qui sont là présents, ils vont vous dire que le choix déjà d'un métier, quand on va faire un métier, vous savez, un jeune, quand qu'il vient dans le monde actif et qu'il a besoin d'être formé et tout, la décision la plus importante, déterminante pour son parcours professionnel, c'est le choix d'abord de la spécialité. Et il y a des spécialités qui offrent 100% de chances d'être insérées, mais il y a d'autres qui n'offrent pas beaucoup de chance. Alors maintenant, pour revenir à quelque chose aussi qui fait plaisir dans ce salon, à un moment où... Donc vous voyez qu'il y a des points positifs. Des choses qui font plaisir, où il y a la problématique de tout ce qui concerne la femme, en particulier dans le monde arabe ou le monde musulman, qui est sujet un peu à caution. Vous avez fait un certain nombre de prix dans ce salon. Oui. Et il y a un prix de l'entreprise féminine. Oui. Et vous avez, dans ce salon, tenu à donner une place importante aux femmes qui entreprennent et qui créent des entreprises, etc. Ça, c'est quelque chose aussi d'important pour vous? C'est très important pour nous parce que dans les études déjà, dans les statistiques de l'ONS, on parle d'un pourcentage autour de 10% de création d'entreprises par les femmes. Et ce que je voudrais noter au niveau de l'ANSEJ de la CNAC, tous les projets qui sont pilotés par des femmes sont vraiment gérés par des femmes. Ce n'est pas des prétendants, parce que c'est elles-mêmes déjà qui défendent leurs projets au niveau quand ils passent devant les commissions de sélection et de validation. Donc, et c'est elles qui pilotent et qui mènent et qui managent leurs projets. Et le plus important aussi, c'est que ces femmes-là, elles ont dans certains cas investi des créneaux qui étaient auparavant, on va dire, des créneaux réservés pour les hommes. Je vous donne quelques exemples. Vous avez aujourd'hui des femmes qui sont chefs d'entreprise dans l'électricité, dans le bâtiment. Elles ont investi plusieurs secteurs. Elles sont aussi animateurs au niveau de nos différentes agences. Donc elles sont là, elles animent, elles font le conseil à l'emploi. Elles nous accompagnent dans la couverture et l'habillage médiatique. Il y a beaucoup de femmes aussi. Et on a donc nous avons réservé un prix
pour la meilleure femme chef d'entreprise. Mais il y a aussi 14 autres prix. Et les prix qui seront dédiés à l'innovation, au développement local, c'est possible aussi qu'on y trouve une femme qui va alors on y arrive. Je voudrais aussi qu'on parle d'un éclairage particulier. C'est celui que vous appelez un peu dans vos documentations les chômeurs investisseurs. C'est-à-dire que vous prenez un chômeur qui a envie de créer sa propre boîte, qui a envie et à ce moment-là, vous l'accompagnez et vous l'aidez quelque part à réaliser à la fois son rêve et à s'autosuffire. Parlez-nous du plan d'aide aux chômeurs investisseurs qui veulent s'en sortir par eux-mêmes. Alors, pour les promoteurs ou les chômeurs investisseurs, ce sont donc des citoyens qui âgés entre 19 et 50 ans, parce que vous avez deux dispositifs. Il y a un dispositif qui s'adresse à une population de 19 et 40 ans, et un autre dispositif qui s'adresse à une population de 30 et 50 ans. C'est ce qui fait la différence entre l'ANSEJ et la CNAC. Donc, ces jeunes, ou moins jeunes aussi, donc citoyens, quand ils ont une idée de projet, ils se présentent au niveau de ces agences. Maintenant déjà, ils peuvent le faire, le premier contact, ils le font sur Internet, puisqu'ils s'inscrivent sur Internet, ils reçoivent un rendez-vous sur Internet. Pour pouvoir rencontrer pour la première fois un accompagnateur, et même dans la nomenclature des postes de travail dans ces agences, on les appelle accompagnateurs. Donc il va être accompagné, coaché par un accompagnateur depuis la naissance de l'idée. Donc il va faire avec lui le business plan. Ils vont construire un projet, ils vont passer ensemble puisqu'ils vont l'encadrer devant une commission locale où siègent les banques, les acteurs locaux de l'économie, et l'ANSEJ également ou bien la CNAC selon le cas, les chambres professionnelles. Et puis là, il présente son projet tel un étudiant qui présente une thèse de fin de cursus. Et quand il réussit à convaincre donc la commission, on lui accorde un financement qu'il va finir par avoir après 2 mois. Mais le parcours lui-même, je ne vais pas dire qu'il est facile, il n'est pas facile partout aussi, le parcours de la création d'une entreprise. Et quand il est accompagné, donc, in fine, en fin de course, il va réaliser un projet, mais il va aussi acquérir une culture de manager et d'investisseur. Est-ce qu'il y a un système de parrainage qui est mis en place? Je pense particulièrement aux grandes entreprises nationales ou privées qui pourraient parrainer ce genre d'initiative. On a fait quelques expériences avec certaines entreprises qui accordent par exemple des franchises, qui veulent avoir un réseau de micro-entreprises. On a eu quelques expériences, mais ce n'est pas très développé. Mais les agences s'attellent à essayer de développer ce segment qui a aussi une importance particulière. Monsieur Chalal, l'emploi, le chômage, tout ça c'est au cœur de la création d'entreprises, de l'emploi. Aujourd'hui, l'Algérie souffre de création de PME, PMI. On a les hydrocarbures, bien sûr, qui sont l'économie régalienne, mais avec des investissements hors hydrocarbures qui sont encore largement insuffisants. Et le gouvernement met une attention toute particulière au développement de la PME, PMI. PME. La PME, PMI, vous y êtes quand même, en ce qui vous concerne, largement attaché. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour donner un coup de fouet à ces créations de PME, PMI? Alors, il faudrait 2 choses. Première chose, il faut continuer à développer la création d'entreprises à travers cette pléiade de dispositifs. Parce qu'il y a l'ANSEJ, la CNAC, l'ONGEM, l'ONDI, il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent. Mais il faudrait, à côté, c'est ce qui se fait au niveau du gouvernement, améliorer le climat des affaires. Je pense qu'il y a un effort. Bon, le climat s'est amélioré. Peut-être qu'on n'est pas encore au top, mais il y a des choses qui se font pour améliorer. Parce que je pense que ça va de pair. Mais M. Chalal, la PME, PMI, ça ne se décrète pas par le haut. Bien sûr, heureusement. L'entreprise, c'est du vivant, mais les conditions, humaine, c'est du mais vivant. les conditions, il faut laisser respirer les conditions, pour les laisser respirer, moi je pense qu'il faut mettre les conditions. Il faut viabiliser les zones d'activité, il faut réserver du foncier, il faut faciliter l'accès au crédit, il faut faciliter les contraintes administratives. Voilà, donc toutes ces contraintes administratives, il faut qu'on s'en attaque, il faut qu'on les attaque plutôt, il faut qu'on essaie de libérer un peu les initiatives, mais à travers le rôle de l'État dans la régulation de toutes ces questions-là. Il y a le rôle de l'État quand même qui intervient, qui le fait actuellement pour pouvoir mettre les potentiels investisseurs dans de meilleures conditions. Monsieur Chalal, je rappelle que vous êtes le directeur général donc, de l'ANEM, commissaire du 5e salon de l'emploi à Alger. Il y a le même salon qui s'ouvre à Paris, qui dure 2 jours à la porte de Charenton. Donc ça veut dire aussi que les Algériens de la diaspora sont aussi concernés par tout ce qui peut être PME, PMI, chômage en Algérie?
Les Algériens de la diaspora sont concernés et on a beaucoup d'exemples, on a beaucoup de jeunes Algériens, on en a même ici au salon, qui étaient dans des pays Libre européens. circulation. Oui, mais Il y a un Erasmus ils ont- algéro-algérien. on va dire qu'ils ont même un petit couloir vert pour qu'ils puissent créer. Il y a un accompagnement particulier pour donc notre communauté qui est, C'est ça, qui est on résident avait à évoqué à un l'étranger. moment donné des clauses, entre guillemets, de privilégier un petit peu Non, non. les gens d'origine algérienne. Bon, pas si Non, on c'est est ça. privilégiés ici ou à la... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est d'origine algérienne. Non, mais et ce qu'on qui est veut bien, investir, c'est que souvent les jeunes de notre communauté à l'étranger, quand ils viennent ici, ils investissent des idées c'est-à-dire des idées de projets qui sont vraiment novatrices, qui n'existent pas dans certains cas ici. Donc vraiment, ils nous ramènent aussi de la valeur ajoutée en termes, on va dire, d'innovation, dans la création d'entreprises. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets, qui ont lancé beaucoup de projets dans le cadre de l'ANSEJ et de la CNAC ici en Algérie. Ils sont venus de pays européens, notamment de France. En tout cas, ce salon connaît un grand succès puisque des familles entières. Je suis heureux de vous voir le l'ouvrage. dire. Bravo encore pour Merci ce salon beaucoup. et à très bientôt. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir.